Bonsoir à tous, merci d'être là ce soir pour ce nouveau tag. On est très content d'accueillir les Sismo, qui sont des designers qui vont vous expliquer un petit peu leur démarche qui est vraiment très intéressante, qui ne se limite pas, comme c'est souvent le cas du design, on va dire manufacturier, mais une véritable réflexion et ça démarche, je dirais, par du design thinking, mais ça, ils vous expliqueront ça bien mieux que moi. Le principe de ce tag, comme tous les autres, c'est tout d'abord qu'ils vont se présenter l'agence. On va enchaîner ensuite avec un diaporama qui vous permettra de comprendre un petit peu mieux leur travail, leur démarche et leur parcours. Et puis après, je vous propose de faire, comme on le fait habituellement, le jeu des questions-réponses et de vraiment poser toutes les questions que vous souhaitiez. Profitez-en. Le fait d'avoir des professionnels face à vous ce soir est toujours une expérience très enrichissante. Voilà. Donc bonsoir. Alors la démarche, on va plutôt la présenter avec le petit diaporama, parce qu'on vous a fait préparé une petite présentation un peu particulière. Alors il y a une présentation un peu romantique, qui est celle qu'on présente quand on est devant un public qui n'est pas forcément vous, quand c'est un public par exemple de clients ou de professionnels. Donc là on va plutôt vous raconter la vraie vie et pas ce qui se passe quand on fait les malins tout court devant la couverture. On va essayer de vous dire ce qu'on aurait aimé entendre quand on était à votre place. C'est un départ. Et donc moi je suis Antoine, je suis un des deux cofondateurs. Moi je suis Frédéric, l'autre cofondateur. On a commencé par faire une énorme erreur, c'est qu'on a créé Sismo en sortant de l'école, sans diplôme. Moi avant de sortir de l'école, parce que j'étais à l'ENSI, les ateliers, et je suis parti l'année du diplôme, je l'ai à moitié fait. Donc on a lancé Sismo sans vraiment savoir ce qu'était le monde professionnel et comment on allait gagner notre vie par rapport à ça. Et c'est peut-être ce qui fait qu'on a commencé assez doucement, que ça a été assez long, mais c'est aussi ce qui fait que ça a été très vite très particulier, parce qu'en fait on a été obligé d'apprendre et de créer des outils, des façons de faire, des gens avec qui on avait envie de travailler, des rencontres qui étaient liées à notre non-connaissance totale de cet univers. Donc finalement c'est devenu un atout après quelques années de grosses galères, et c'est ce qu'on va vous raconter dans le diaporama. Pour commencer, en fait, peut-être la première chose qu'on avait envie de vous transmettre, c'est que quand au départ de Sismo, on a cherché quelque chose qui était de l'ordre de notre engagement, de notre envie, de notre point de vue, et peut-être de notre aveuglement aussi, qui était qu'est-ce qu'on avait envie de faire avec cette pratique du design. Et il se trouve que la première association qu'on a eue avec Frédéric était une association totalement ratée, puisqu'on a décidé de faire un projet ensemble à l'école qui était une sorte de brouette. Et que la veille du rendu, Fred a eu un accident de moto avec la maquette et les planches dans son sac. Il était à l'hôpital pendant que j'ai charretté pour tout refaire avec mes petits moyens pour la présentation du lendemain. Et ce qui est assez étonnant, c'est que finalement, on ne s'est pas du tout engueulé, on s'est dit, ouais, c'est la vie, ok, on fait comme ça. Et que le lendemain, il est arrivé en boitant à la présentation, et puis qu'on a fait une super présentation, et qu'on avait eu une note tout à fait correcte par rapport à l'expérience. Et on s'est dit, finalement, ça serait pas mal qu'on bosse plus souvent ensemble, sachant qu'on vient d'endroits tout à fait différents. Frédéric avec un point de vue, au départ, beaucoup plus sur les matériaux, sur la technique, sur le dessin, et moi, à l'opposé, beaucoup plus sur la philo, la littérature, pas tellement le dessin finalement, plutôt sur l'écriture de projets et cette envie-là. Et je crois que même que je voulais être graphiste à l'origine. Ce que vient d'expliquer Antoine, en fait, cet accident-là, on s'en est rendu compte que bien plus tard, parce que sur le coup, on n'en a pas vraiment parlé, mais c'est un acte fondateur, en fait, qui fait que ça va développer la confiance, ça va développer une relation particulière, de se dire finalement on ne s'est rien dit et ça s'est bien passé. Et ça finalement c'est très compliqué à mettre en place si on se dit je vais m'associer avec quelqu'un ou à plusieurs pour imaginer un projet ensemble. Là ça s'est fait sans vraiment se l'expliciter, et en même temps ça a été hyper important que ça se passe. Donc en fait on s'est retrouvés notamment à Milan avec Fred, où Fred faisait un freelance chez Michele De Lucchi, qui est un architecte que vous connaissez peut-être, qui est un vieux bonhomme, un des créateurs du groupe Memphis. En travaillant là-bas, en fait, on a vu du côté de l'Italie, on se disait c'est marrant, en France, il y a vraiment un truc qui nous étonne, c'est que d'un côté, il y a ce qui est perçu comme les créateurs, donc les gens qui signent des pièces, qu'on leur nom sur tous les produits, que ce soit une lunette, une tasse à café ou un hôtel. Et puis, de l'autre côté,
Il y a les agences, les énormes agences qui font du corporate, qui dessinent des trucs pour Airbus ou pour Fleury-Michon, etc. Et les clients français semblaient toujours décider que c'était soit on allait voir soit un créateur, si on voulait une pièce créative, artistique, soit on allait voir une agence si on voulait de la stratégie. Et chez Delucchi, à Milan, c'était pas du tout ça. Delucchi, ils pouvaient faire à la fois de la stratégie pour la Deutsche Bahn ou des pièces uniques pour un particulier ou pour la manufacture de Sèvres. Et en fait, ça gênait personne. Il y avait quelque chose de l'ordre de la reconnaissance de la création et du design qui était très transversal par rapport à l'univers dans lequel on pouvait l'appliquer. Donc en fait, nous, ça a été notre point de vue. Et depuis le départ, ça a été notre envie. On s'est dit, nous, on a envie d'être sur la ligne de crête. Donc d'un côté, il y a la vallée des créateurs, de l'autre, il y a la vallée des industriels et des grosses agences. Et notre envie à nous, c'est d'être toujours sur cette ligne de crête qui nous permet de travailler dans ces deux univers. Et plus on va loin dans un univers, par exemple quand on travaille dans l'art contemporain avec un Mathieu Mercier, et plus on va loin de l'autre côté dans l'industrie et dans la stratégie quand on fait le centre d'innovation de Saint-Gobain. Et ça a toujours été le truc qui nous a porté, par curiosité je pense, mais aussi par envie de découvrir plein de mondes différents, de faire des croisements un peu étranges et de rencontrer des gens un peu exceptionnels dans leurs propres univers. En fait, c'est aussi là-dedans une angoisse terrible qui était de dire mais comment se prennent les décisions quand je fais un projet pour une entreprise ou pour un client ou pour un commanditaire. Pourquoi il va choisir plutôt une autorité du créateur qui impose une vision ou aller chercher des gens soi-disant qui vont plus réfléchir, moins intérioriser, enfin des espèces de questionnements de fond et en même temps une sacro-sainte envie de développer de la liberté, de l'autonomie et surtout pas choisir un camp. Donc c'était à la fois de se dire j'ai envie d'avoir un parti pris et en même temps je ne veux pas non plus raisonner par la négative, je ne veux pas choisir un camp, je veux rester quelque part où le domaine des possibles va être beaucoup plus large. Ce qui pose quand même un grave problème, c'est que cette fameuse ligne de crête, c'est finalement se situer sur une frontière, donc être dans un territoire qui n'existe pas. Et donc c'est là où on a, sans vraiment s'en rendre compte, commencé un travail de labeur, qui est de dire il faut défricher un territoire qui n'existe pas, qui aujourd'hui c'est une ligne. Donc c'est super joli de le raconter comme ça, en disant on va choisir la ligne de crête. En même temps, personne venait nous voir en disant c'est génial, vous êtes sur la ligne de crête, c'est exactement ce que je veux. Non, personne venait nous voir. Donc pendant des années et des années, ça a été très long. On tapait aux portes, on mendiait des projets, on repartait avec un brief sur totalement autre chose, on se plantait. Enfin, ça a été long d'écarter, d'élargir cette ligne de crête pour devenir quelque chose de réel et de praticable en tant que métier. Donc, il y a aussi une chose qu'on voulait partager, c'est que finalement, dans cet engagement, il y a eu, comme on vous en parlait, on vous parlait de Michele Delucchi, qui est le personnage barbu que vous voyez ici, qui était quelqu'un qui en réunion aimait bien prendre sa barbe et la mettre sur ses yeux pour expliquer aux autres qu'il était en train de réfléchir. Et ça pouvait durer 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, enfin, ça paraissait toujours très très long. Il y a une autre personne qui nous a beaucoup marqué, c'est Charlotte Perriand. Alors Charlotte Perriand, qui est une créatrice du siècle dernier, on va dire ça comme ça, qu'on a eu la chance de croiser totalement par hasard sur le premier salon qu'on a fait, où on avait fait une gamme de mobilier un peu délirante. On ne savait pas qui c'était. Et il y a cette mamie, parce que pour le coup, quand c'était en 97, elle avait déjà, je ne sais pas quel âge, mais peut-être 85 ou 90 ans, qui est arrivée en survêtement blanc avec des Nike argent. Et nous, on débarquait à Paris, on s'est dit putain, Paris, c'est vraiment cool, quoi. Voilà, là, ça va être l'éclate, quoi. Et elle est arrivée et elle nous est tombée dans les bras. On a passé un moment de rigolade avec elle assez incroyable. Et on a su que quelques années après que c'était Charlotte Perriand. Elle nous a dit c'est génial ce que vous faites, il faut vraiment y aller, il ne faut pas lâcher, allez-y, etc. etc. Et du coup, c'est venu un peu notre marraine, même si on ne l'a jamais revue. Puis après, on a mis une galerie de portraits. Parce que ça, c'est quelque chose aussi c'est un exercice qu'on aime bien faire. C'est que finalement, dans le parcours qu'on a, tous les gens qu'on a rencontrés, à un moment ou à un autre, on est capable de dire pourquoi on est là aujourd'hui et quels sont les gens qu'on a rencontrés qui nous amènent là 20 ans après.
Donc là, oui, c'est Francis qu'on connaît, et Francis, on l'a croisé grâce à Marion, qui a été quelqu'un de très important pour Sismo, et Marion l'a rencontré, etc., etc. Et on peut revenir en 20 ans, en 5 ou 6 personnes, on sait exactement pourquoi on est là. Et je trouve que c'est dans le parcours, il y a son parcours personnel, enfin le parcours qu'on peut avoir ensemble, mais le parcours de l'environnement et des gens que vous rencontrez, et que nous on a rencontrés, pour nous il est vraiment clé, notamment parce que dans les projets qu'on fait, on est énormément sur le dialogue. C'est-à-dire que c'est vraiment le dialogue qui porte tous les projets qu'on fait. On a toujours dit qu'un bon projet, c'est 50% de dialogue et 50%, oui, de création, de talent, de travail, etc. Mais le dialogue, c'est fondamental pour arriver à faire avancer une idée. Là-dessus, ouais, un petit mot sur le dialogue, c'est surtout, parce que c'est un des principaux reproches qu'on fait dans les métiers de la création, le dialogue, c'est savoir écouter. On a souvent entendu que les designers ou les créatifs ou les créateurs n'écoutent pas, font semblant. Et puis finalement, on fait les choses pour bien autre chose que de faire de la création au départ. Et je pense qu'il y avait quelque chose aussi qui fait qu'on s'est associé et que cette association est devenue aussi importante, c'est qu'il y avait un petit peu des bases de ce qu'on avait envie de conserver. Alors là, on a mis plutôt des choses de l'univers de l'enfance, mais c'est pas simplement de se dire on reste des enfants, parce que ça c'est à mon avis une connerie un peu simpliste, mais c'est de dire il y a des trucs qui vous portent, ou qui nous portent depuis tout le temps, en tout cas nous, et c'est assez jouissif d'essayer de se dire comment ces rêves ils peuvent devenir réalité. Donc comme probablement beaucoup de petits garçons, on a chacun de notre côté aimé, dessiné et fantasmé sur des châteaux. Comme peut-être quelques autres, moi en tout cas, de façon assez forte, j'ai été un cancre qui a absolument détesté l'école, multi-redoublant, et j'ai jamais compris comment on pouvait s'épanouir dans un monde de contraintes aussi fortes que celles de l'école. Donc pour moi, le fait de travailler dans un univers où c'est moi qui définissais les contraintes et où j'avais pas à rendre de compte à une organisation plus grosse, c'était très important. Et puis, le côté, on a mis la petite image en bas, mais le côté aussi ludique de ce que peut être la vie, quel que soit ce qui arrive, quels que soient les projets, c'était aussi quelque chose qui nous porte tous les deux depuis toujours et sur lequel on s'est toujours énormément épaulé. Alors après, on a mis un peu par grande phase de notre parcours. Donc on a mis des phases qui sont liées au corps, parce que je pense que l'implication du corps dans ce qu'on fait, elle est très importante dans le sens global de l'investissement. Donc la première phase, on l'a appelée les tripes. Il faut, au départ, en tout cas, c'est comme ça qu'on l'a ressenti. On a mis nos tripes, on a tout donné pour arriver à sortir du parcours dans lequel on était, à créer quelque chose, à être hyper indépendant. On a des souvenirs vraiment d'un investissement vraiment fondamental qui venait du fond des tripes, quitte à faire n'importe quoi d'ailleurs, on a fait beaucoup de conneries. Mais... Ouais. Là-dessus, ça rejoint ce que disait Antoine sur cet esprit de l'enfance. Personnellement, je pense que le concept d'adulte, c'est une arnaque, c'est un hold-up, on vous fait abandonner tout un tas de choses. Et là où on se retrouve avec Antoine, c'est qu'on n'a pas renoncé à cet esprit d'enfance. Et l'esprit d'enfant d'un point de vue très sérieux de la posture mentale qu'on peut avoir à une époque, et par une moulinette scolaire ou autre, ou tout un tas de règles, tout un tas de contraintes qui arrivent, qu'on va petit à petit renoncer, abandonner tout un tas de choses. Donc il y a une forme de résistance là-dedans. Et quand on s'est croisé pour plein de raisons hasardeuses, et que d'un coup on se rend compte qu'il y a une autre personne qui a les mêmes envies d'audace, de tenter et de se dire c'est pas grave, on va se prendre des claques, on va tomber, mais ça va être tellement drôle de se relever. Et on parle beaucoup avec Antoine sur tous les sujets qui peuvent être terribles, qui sont transformés en une expérience de vie, en disant mais la vie c'est court et il va falloir profiter. Et donc il y a une espèce de boulimie de départ, mais qui est toujours là, je pense, sous d'autres formes. Et après aujourd'hui la question c'est comment on a pu réussir à transformer cette énergie, à transformer sans perdre, sans lâcher cet âge mental d'à peu près 12 ans et demi. La première chose qu'on s'était dit, c'est en fait, si on veut garder notre liberté, si on veut, comme disait Fred, garder cet esprit un peu ludique, etc., on va faire les trucs hyper sérieusement. Donc on a déposé un nom, Sismo, on s'est dit il ne faut pas que ça soit nos noms propres parce que ça va être compliqué. Après on s'est dit on va faire un logo, après on va faire des meubles, mais tout de suite il faut que les meubles ils soient vendables, on ne va pas faire des protos, des trucs, on va directement faire de la série. Donc on faisait des freelances, moi j'ai escroqué une école un peu comme la vôtre où j'aurais fait croire que je pouvais être
je me souviens, prof de techno, pour arriver à financer ce genre de truc. Et on a fait une gamme avec 25 produits comme ça, où il y avait à la fois des matériaux nouveaux, il y avait à la fois des usages nouveaux, donc là c'est juste une petite partie. Et on s'est dit, on va démarcher les boutiques en faisant du porte-à-porte, etc. Soyons modestes, on va d'abord faire la boutique du centre Pompidou. Bon. Alors on arrive et tout. Alors, le truc qui n'arrive jamais, c'est-à-dire qu'on rentre dans la boutique et la personne qui s'occupait de mettre en place les objets de la boutique du centre Pompidou était là. Bon, déjà, première chance. Donc nous, on fait les câbleaux, on sort notre petite salière, on explique comment ça marche, etc. Et elle nous les prend des mains, elle dit « c'est génial, j'adore, ok c'est parti », et elle les met dans la vitrine de la boutique du centre Pompidou. Alors nous on s'est dit « non mais ça va être en fait hyper facile ». Et on est revenu un an après, enfin on venait souvent, ils n'en avaient pas vendu une seule. Donc c'était toujours là parce qu'on ne comprenait pas du tout ce que c'était, personne ne savait que c'était des salières, etc. Mais c'était tout un apprentissage justement, on apprend assez vite en jouant avec son argent. Et alors quelque chose, c'est un peu comme ça qu'on a construit la presse aussi, avec plusieurs références. C'est celle où on s'est dit, là on est en train d'avancer, on fait un truc qui nous intéresse. Et on vous a mis aussi des références où on dit, là vraiment, on a vraiment fait de la merde. Et je pense que c'est important, dans un parcours, de reconnaître que parfois on se gaufre complètement et d'essayer de vous raconter pourquoi. Bon, après les trucs qui marchent c'est sympa, mais je pense que c'est assez facile à voir très rapidement. Donc là on avait fait notamment de l'édition, après avoir fait des meubles qui ne se vendaient pas, on a fait des plus petits projets comme ce carnet avec un crayon avec un trou dans chaque page qui s'est très bien vendu. On a commencé à faire des installations un peu particulières comme le tapis à sa fenêtre, c'était pour le BHV. Et on a commencé à être contacté par des industriels, et notamment Adidas, qui nous avait demandé de dessiner, de faire des propositions pour un ballon de foot pour la Coupe du Monde. Donc c'était hyper drôle parce qu'ils pensaient qu'on avait une agence, mais on n'était que deux, donc on avait invité toute notre famille à faire semblant, on avait récupéré des ordinateurs. On avait des figurants, ouais. On avait récupéré des ordinateurs dans des poubelles pour faire croire qu'on avait du matériel, et donc ils étaient derrière, ils faisaient semblant de taper au truc. Donc le gars venait d'Allemagne, alors il nous dit ah, et puis je vais venir avec mon épouse et tout. Alors, nous vraiment on savait pas du tout comment ça se passait, donc il voulait aller au resto, on n'allait jamais au resto, il voulait qu'on le cherche à l'aéroport, donc on avait piqué une vieille Twingo pourrie. Quand il a vu la voiture, il a fait une drôle de tête, mais on avait tellement bossé que le projet a démarré, on a été invité à travailler en Allemagne, etc. Donc c'était une vraie première réussite industrielle, comme on n'avait pas du tout aucun moyen, donc on louait une bagnole, et le petit rituel qu'on avait, c'était qu'on y allait la veille, et on dormait dans la forêt à côté de l'entreprise où on avait rendez-vous pour ne pas avoir à payer l'hôtel. Donc on achetait un gigot et puis on faisait un feu, on dormait, voilà, on faisait du camping sauvage. Et le lendemain, on s'habillait correctement, pas de douche, donc on se parfumait comme des porcs. Et on allait au rendez-vous. Ouais, en même temps, ça on s'amusait beaucoup. En même temps, on arrivait chez Adidas en leur disant les gars, le ballon il est en mouvement. Donc on vous a modélisé en 3D le ballon pour faire de l'application, et les logos et les graphismes, on va vous les présenter en mouvement. Et même, on va regarder à la télé pour voir qu'est-ce que ça rend, parce qu'il y a des millions de gens qui vont le regarder à la télé. Puis on va aller voir un gardien de but pour savoir s'il peut mieux lire l'effet dans la balle. Et puis on va modifier la structure géométrique parce que on veut augmenter la sphéricité, on veut diminuer le nombre de coutures. Et on va tester le ballon en soufflerie, parce que si on fait une texture sur la peau du ballon, peut-être qu'il va mieux voler. Voilà. Donc on arrivait aussi avec un peu de jus de cerveau quand même. Ouais, il y avait beaucoup de boulot derrière, et souvent dans les projets, il y avait beaucoup d'audace. C'est-à-dire qu'on essayait d'aller beaucoup plus loin que ce qui était demandé par le commanditaire au départ. Voilà, et quand tu fais de la merde, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est la même période, hein, donc faut pas hésiter à se critiquer. Hein, donc un gros projet de merde pour... J'ai filmé, merde, bon. Donc je sais pas trop ce que c'est, des vases. Il y a aussi une chose, c'est quand le client n'est pas très bon, toi tu deviens ultra mauvais. Et par exemple, chez ce verrier, ce cristallier, on voulait absolument visiter la manufacture, ils n'ont pas voulu, ils voulaient voir des dessins de créateurs, ils travaillent avec des grands noms, puis nous on ne sait pas faire ça. Puis il nous a dit, le directeur artistique nous a dit, faites-moi un bel objet. Un truc beau, on ne sait même pas ce que c'est. Donc ça a été une catastrophe. On a envoyé un dessin par fax. Vous voyez ce que c'est un fax? Puis un jour, on a vu Alain Prost, un coureur automobile, qui tenait ça parce que c'était devenu un trophée. Il savait pas quand. La honte. Donc ça, c'était vraiment c'était piteux. Notre truc piteux, c'est le truc en haut, là, à droite. Donc on n'arrivait tellement pas à faire de création, il n'y avait tellement pas de moyens dans l'entreprise, que ça a fini, on a pris un objet qui produisait déjà, donc en l'occurrence c'était une petite cuillère, on a fait un trou dedans.
Le truc trop déçu, quoi. Alors qu'on avait passé des heures à essayer de lui proposer autre chose, mais c'était trop compliqué, trop cher, trop machin. On n'avait pas à se parler avec lui. Et puis une autre bouse qu'on a fait aussi, c'est le truc rose, là. Alors ça, pour le coup, c'était drôle, donc c'est plutôt bien. On était arrivé à convaincre la RATP qu'ils devraient faire des produits dérivés. Donc c'est-à-dire qu'on a été voir la RATP, on a dit voilà, on a créé une nouvelle marque, c'est RATP Fraise. On avait détourné le logo et la nana, elle soufflait une bulle de chewing-gum dans laquelle il est marqué fraise. On s'est dit voilà, c'est une marque dérivée pour les Parisiens, pour les bobos, pour les jeunes, ultra cool. Et on va détourner les codes de la RATP et on va faire tout. Donc ils nous ont cru, on a signé un contrat où ils nous autorisaient à utiliser la marque RATP sur n'importe quel territoire parce qu'on leur avait proposé un truc. Et du coup, on a commencé à faire tout et n'importe quoi. Et on se retrouvait en fait responsable de l'édition de ces objets. Ça veut dire qu'on était industriel. On devait imaginer, produire et commercialiser et leur verser des royalties en retour de droits d'utilisation de cette marque. Donc on a réussi à faire qu'un truc, c'est un chocolat blanc à la fraise. Alors pourquoi? Je sais pas. En fait, parce qu'on connaissait quelqu'un qui distribuait des chocolats dans des cafés, donc on s'est dit bon, on va faire un petit truc. Puis on connaissait le mec qui les produisait, et lui il nous avait dit j'ai un stock de chocolat blanc à la fraise que je devais faire pour Fauchon et qu'il n'a pas voulu. Alors on dit super, on va dire que c'est ça. Donc on s'est retrouvé à bouffer du chocolat blanc à la fraise parce que bien sûr on n'a jamais vendu un seul. Je suis même en train de me demander si ça s'est pas appelé RATP fraise parce qu'il y avait un stock de chocolat à la fraise. Ensuite, après la phase trip, on est passé à la phase cœur. C'est une phase où on commence à se dire on joue le jeu ou on joue pas le jeu. C'est-à-dire que là, on commence à avoir un petit succès, on commence à avoir des petits clients, on commence à avoir des petits articles, on commence à avoir des salariés, des gens avec qui on travaillait, etc. Et là-dessus, ça a été un truc assez compliqué pour nous parce que ça a complètement changé la façon dont on travaillait. De deux, comme des gosses, à pas bouffer s'il fallait pas bouffer, on s'est retrouvé avec un truc qui commençait à avoir un peu de sens, en tout cas un peu de poids. Et on s'est dit que là, il fallait le faire justement plus avec le cœur et un peu moins avec les tripes, et être un tout petit peu plus réfléchi. Donc là, on a aussi fait des... Vas-y. Ouais, j'allais dire, un premier collaborateur, c'était vraiment un choc. Hein. Parce que dans la complicité, la connivence qu'on avait réellement commencé à développer, d'un coup, on se sentait responsable de quelqu'un. C'était vraiment, pour moi, c'était vraiment étonnant, quoi. Et pour lui, c'était galère, hein, parce que nous, comme on n'avait pas besoin de se parler pour se comprendre, il était là, bon, on peut avoir un brief, qu'est-ce que je dois faire? T'as pas compris. Donc ça, c'est quand même, on est déjà à 10 ans après la création de Sismo. Hein. Donc là, à ce moment-là, c'est ça, 10 ans, 2000, un peu plus même. On a eu, donc quand on travaillait avec des industriels, on avait une problématique qui était la problématique du dialogue, on vous en a parlé. On avait créé des outils pour aider les gens à se parler. Parce que finalement, si je vous dis vélo design, il va y avoir probablement autant d'exemples de vélo que de gens qu'il y a dans la salle, simplement parce que le design, c'est un mot de merde, personne ne sait ce que c'est. On peut tous avoir un avis de la chaise au truc branché jusqu'au l'appli. Donc voilà, on a fait vraiment, on a commencé à définir des outils qui ont bien fonctionné, des cartographies, etc., qui permettaient de bien voir comment on allait circuler dans le projet et comment on allait conduire le projet. C'est-à-dire, en fait, le design, on ne sait pas ce que c'est pas bien défini, et voilà notre chance. C'est de dire, non mais en fait, un interlocuteur ou un client venait nous voir et on lui expliquait qu'en fait, il n'avait pas de brief. Il ne savait pas nous expliquer pourquoi il voulait faire du design. Et sur ce début méthodologique, de dire, mais en fait, avant de commencer à dessiner, il va falloir imaginer et savoir aussi pourquoi. Et quand on lui demandait, mais pourquoi et où on va avec ce projet, là, on sentait qu'il y avait un territoire d'exploration qui permettait de rentrer vraiment en dialogue de fond avec nos interlocuteurs, avec nos clients, et puis derrière de les emmener vers des résultats de projet qui ne semblaient pas envisageables au départ. Et puis ça permettait aussi de commencer à ouvrir des champs d'exploration. C'est la première fois qu'on confiait un commissariat de design, d'une expo de design à des designers. Normalement, on va plutôt chercher des experts. Puis tant qu'à faire, on prenait aussi la scénographie, le catalogue, on s'occupait de tout de A à Z. Et ça, c'était vraiment jubilatoire.
Ça, Frédéric parle là de la grande expo qu'on a fait pour l'ouverture de la Cité du Design à Saint-Étienne, qui s'appelait l'Objet du Design, qui a été aussi une chance qu'on a su prendre, un truc un peu magique. Du coup, la directrice de la Cité du Design nous a contactés en nous disant, bah voilà, j'ai 1500 mètres carrés, faites tout. Je vous laisse tout et tout. On n'avait jamais fait et on a pris ça avec vachement de plaisir. Ça a été un truc très dur parce qu'on a appris à faire un catalogue, on a appris à rédiger, on a appris à faire de la scénographie mais à une échelle assez grande, sélectionner 200 objets et création du monde entier, parler avec les créateurs, faire la presse qui allait avec l'expo, etc., etc. Et ça a été un vrai plaisir et c'est devenu quelque chose de très particulier dans notre travail puisque depuis on a fait pratiquement une expo par an dans plutôt des grandes institutions, enfin des grosses expos, et c'est à chaque fois un travail qui nous nourrit dans la réflexion qu'on a sur le travail au quotidien. Donc c'est pas parce que ça allait mieux que ça allait mieux. Donc on vous a mis comme ça. Donc ça c'est une vidéo, vous pouvez regarder sur internet, soyez sympa, ne le faites pas. On a fait des trucs, des merdes incroyables, enfin, là un espèce de truc, là, café serré dans une coupelle faite en c'était quoi déjà, c'est en Scrabble, retourner, enfin parce que c'était une commande, on n'avait pas su quoi faire, enfin bref, c'était pour les 30 ans de Scrabble, ils ouais, voulaient des objets cadeaux. Et puis un autre truc, une grosse bouse qu'on a fait aussi, c'est alors ça c'est plutôt un échec professionnel, c'est-à-dire le fer à repasser, vous voyez là, on vous a mis cette illustration, mais on a complètement raté notre entrée dans le groupe Seb qui a cette marque-là. On voulait vraiment bosser avec eux, parce qu'il y avait vraiment des trucs intéressants. Et puis ils nous ont confié, ils nous ont dit bah ok, on vous met en compète sur un projet, compète rémunérée sur un projet de fer à repasser. Puis on s'est mal démerdé, enfin c'était vexant en fait, le truc vraiment vexant parce qu'on pensait qu'on avait vraiment les compétences pour faire un truc bien. Et on s'est complètement carbonisé avec eux. C'est-à-dire qu'après on n'a plus jamais réussi à bosser avec eux, on s'est cramé avec le directeur du design. Donc après bon, on a mis la drogue, l'amour, tout ça, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'excès à ce moment-là, peut-être qui n'étaient pas forcément... qui n'ont pas forcément bien aidé Sismo, mais c'était là aussi, ça faisait partie de l'expérience. Apprendre bien sage, hein, c'est l'âge, les cheveux qui tombent, les dents aussi. Donc là, l'esprit, bah voilà, c'est essayer de voir comment, finalement, quand arrive une certaine forme de succès, entre guillemets, même si ça reste toujours modeste dans le monde du design, hein, donc ça, comment on arrivait à gérer ça. Donc ça a été une période aussi qui était assez particulière. Parce qu'il a fallu quand même qu'on fasse gaffe de continuer de prendre des risques pour ne pas se laisser bercer de cette petite illusion que tout va bien, parce que l'extérieur vous dit que ça va bien, donc tout va bien. Moi j'appelle ça la théorie des chewing-gums. En fait, tu t'en rends pas compte, mais l'environnement, les gens, l'argent, les clients, la famille, enfin bref, on te colle des problèmes, on te colle des trucs, et on te colle des chewing-gums, et puis tu te rends pas compte que si régulièrement tu te secoues pas et tu nettoies pas tout ça, tu perds de vue pourquoi tu fais les choses, pourquoi tu avances. Et puis plus l'environnement devient gros, plus il y a de choses, plus il y a de paramètres, plus ce regard, cette autocritique devient compliqué. Donc là, à ce moment-là, vraiment, on était vraiment sur notre ligne de crête. On avait beaucoup de diversité dans les projets qu'on faisait. On a fait le centre d'innovation de Saint-Gobain, qui était un très gros projet, vraiment d'ampleur en termes stratégiques et de création, avec un très grand groupe. On a ouvert une épicerie, parce qu'on tente toujours des trucs. Alors c'était un super beau concept. Et puis on ne s'est pas entendu avec les gens qui avaient de l'argent, ce qui est très mauvais signe dans un projet. Donc l'épicerie, ils existent toujours, mais nous, on est loin de ça. On a commencé à faire de la recherche aux imprimantes 3D, notamment en travaillant avec des scans 3D, avec la Monnaie de Paris, etc. Puis on a continué à faire pas mal d'expositions. La dernière grande qu'on a faite, qui est illustrée ici, c'est une exposition au Musée des Arts et Métiers sur le design et l'invention, où là on travaillait de plus en plus avec des conservateurs, c'est-à-dire avec des gens qui ont la science de toutes ces thématiques-là. Et puis un problème qui est arrivé, c'est qu'à ce moment-là, en fait, peut-être qu'on n'avait pas tellement de recul sur ce qui se passait. Donc finalement, on ne sait pas trop quoi mettre comme image là, quand on se dit à ce moment-là, c'était quoi les bouses qu'on faisait, là, c'était quoi les échecs qu'on avait. Et quand on a monté la presse, le fait de ne pas trouver, en fait, c'est pas bon signe. C'est que c'est un moment qui est en train de changer. Justement, c'est ce que disait Fred, c'est qu'on est un petit peu moins lucide peut-être sur ce qu'on fait, on se gargarise des beaux projets et on est un petit peu moins capable d'être critique sur ce qu'on fait moins bien, etc. Donc il y a eu un petit peu ça. Pourtant, on était vraiment là où on voulait, c'est-à-dire qu'on était sur notre ligne de crête.
Et on faisait, comme on vous le disait, des projets extrêmement variés qui nous faisaient bien rigoler. Donc par exemple, complètement à gauche, vous avez le travail qu'on a fait avec Mathieu Mercier sur Vanité High Tech, qui était le fait d'imprimer son propre crâne. Donc c'est un travail de recherche au départ qu'on a fait sur les 3D, où on a été, avec Fred, trouver le petit système avec des partenaires aux États-Unis, en France, qui nous ont permis, à partir d'un scan crânien, d'imprimer notre propre crâne à l'échelle 1, couleur la plus proche possible de l'os, poids le plus proche possible, etc. Donc avec tout, hein, c'est vraiment, quand on a eu notre crâne, on était comme des dingues. On a ouvert une boîte en carton et tout, là, waouh. 12 ans et demi. Ouais, c'était vraiment une vraie belle expérience. On avait été invité au Salon de la Mort, qui a eu lieu qu'une fois en France, c'était génial. Qui a été monté par un mec qui n'avait pas perdu ses rêves d'enfance, qu'il avait genre 85 ans, et qui montait beaucoup de salons. Il avait été notamment un des fondateurs de la FIAC. Et il s'était dit, c'est quoi le dernier salon que je vais faire? Et il avait fait le Salon de la Mort au Carrousel du Louvre. Et un mec vraiment intéressant, voilà, une personnalité qu'on aime bien. Et à l'opposé, on vous a mis un projet qui nous avait bien fait marrer, mais qui est pourtant hyper industriel. C'est Dim, qui nous a demandé d'innover sur le boxeur pour hommes. Innover pour réindustrialiser en Europe. Il y a un produit qui sort l'année prochaine. Voilà, on était bien dans ce qu'on voulait faire. Donc ça, on était plutôt bien accrochés sur notre ligne de crête. Et pourtant, il y a eu un petit moment, un boom, un espèce de truc, justement parce que peut-être on était arrivé quelque part. Voilà. Et on a mis la fin d'un monde, parce que c'est pas la fin du monde, mais c'était un moment où en fait tout s'est cristallisé, tout ce dont on avait envie, tous les rêves qu'on avait eus par rapport au fait de travailler ensemble et de faire de la création. Bah, voilà, là c'est la photo, effectivement, la première photo du premier repas qu'on a pris dans le château qu'on a réussi à acheter au bout d'un certain nombre d'années de boulot. Et à ce moment-là, en fait, on s'en est peut-être pas rendu compte tout de suite. On s'est dit, en fait, il faut qu'on réinvente des trucs là, parce qu'on a peut-être besoin de reviser encore plus loin à partir d'aujourd'hui. Et là, c'est la phase qui a commencé il y a 2 ans, on va dire, qu'on a appelée la phase âme, qui est une phase où on s'est dit, bah, faut qu'on se fasse aider. Donc on va demander à des gens d'avoir un regard critique sur Sysmo et d'essayer de nous dire, bah, en fait, comment ça tourne vraiment votre truc, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne pas, etc. Et il y a quelqu'un notamment qui nous a fait un espèce de bilan qui était assez génial sur plein de petits trucs qu'on a du mal à estimer quand on se regarde soi-même, et qui nous a permis de repenser la façon dont on voulait travailler. Donc ça, c'est les crânes, les 2 crânes. Donc Fred, il est sous la cloche là-haut, et moi, je suis avec mes dents pourries juste devant. Et c'est compliqué de se remettre en cause là-dessus. C'est très facile de dire, bah, t'as pas bien travaillé, donc c'est toi, c'est de ta faute. Jusqu'au moment où quelqu'un te dit, mais en fait, c'est tellement plus pratique pour toi d'embaucher des gens moins compétents que toi. Et pour moi, ça a été vraiment un espèce de choc de me dire, ah bah ouais, j'aurais du mal à bosser avec quelqu'un qui est plus compétent que moi. Et pourtant, c'est que comme ça qu'on va réussir à avancer, parce que si on veut faire plus de projets, si on veut aller plus loin, bah, ça nécessite d'oser confier de la création, la vraie, et pas l'exécution, à quelqu'un d'autre, oser transmettre. C'est des questions qu'on n'a pas vu arriver et qui ont fait qu'à un moment donné, ça a été compliqué. Avant de passer à cette belle photo. Et cette belle photo, elle est là pour dire qu'aujourd'hui, on est 20 au studio, donc ça fait quand même une machine assez importante. Et finalement, dans cette remise en question, dans la façon dont on a commencé à vouloir gérer les projets, en fait, c'est ça qu'on s'est dit. C'est qu'on s'est dit que, ouais, on n'était plus un duo, en fait. On commençait à être très nombreux, qu'effectivement, comme disait Fred, les gens qui avaient autour de nous, mais que ça devenait des gens qui étaient bien plus compétents que nous dans des univers qu'on avait envie de développer, les univers du numérique, les univers de l'architecture, les univers de la formation, etc., etc. La décision qu'on a prise, qui a été une décision qui a été pas évidente, ça a été de dire comment on pourrait faire pour passer d'un duo à un collectif. Donc comment on pourrait faire, après avoir bossé 20 ans ensemble, pour que les prochaines années, ça soit plutôt quelque chose qui soit plutôt de l'ordre d'une nébuleuse, d'une équipe, d'une envie sismique autour de Sysmo, et qui ne soit pas centré sur nous, pour arriver à faire des projets qu'on ne pourrait pas faire, même si on était les meilleurs créateurs du monde et les meilleurs managers du monde. Donc ça s'est mis en place, j'allais dire, sur 1 an et demi, 2 ans.
Et aujourd'hui, c'est vraiment l'idée qu'on a, c'est de voir comment on peut partager une expérience créative. Et la partager, c'est la partager avec les gens avec lesquels on travaille en interne, mais c'est aussi la partager avec nos clients. Probablement que dans la façon dont on va travailler dans 1 an ou 2 ans, finalement, la façon dont travailleront les gens qui sont autour de nous chez Sysmo, il faut qu'ils aient la même impression de plaisir de création que les clients avec lesquels on travaille. Et que finalement, ça soit un peu lié. Peut-être que demain, il y a des clients qui deviendront des collaborateurs qui deviendront des clients, et que tout ça est beaucoup plus souple et beaucoup plus flou que ce que ça a pu être à un moment, et beaucoup moins descendant, c'est-à-dire en disant on est en haut d'une pyramide et puis c'est nous qui avons la bonne parole par rapport à ce qui se fait. Donc là, vous voyez un bout de notre château et notre sismocar. Et ça nous a permis de commencer à faire de nouveaux projets. Mais on travaille dans des univers à la fois où justement le numérique commence à arriver très fortement. On travaille dans des univers où on peut faire des produits très différents, notamment là un casque qu'on a fait pour Edel, et aussi des univers beaucoup plus sociétaux. Donc là par exemple la petite image que vous voyez sur le côté, on est en train de redessiner ce que sera une agence Pôle emploi demain. Donc c'est des boulots qui sont complètement différents, et redessiner l'expérience de l'agence Pôle emploi, c'est pas dessiner l'architecture, c'est voir comment les gens y collaborent, voir comment les gens travaillent, voir quels sont les outils numériques qu'on utilise, de chez soi, de l'agence, d'ailleurs, voir comment les conseillers travaillent avec les demandeurs d'emploi, avec les entreprises, voir tous les services qu'il y a autour. Donc c'est des projets à la fois extrêmement complexes et extrêmement intéressants, parce qu'ils commencent à mêler presque un point de vue sur ce qu'est un projet, un point de vue très global qui sort soit de l'objet, soit de la réponse mono-solution sur un projet. Aujourd'hui, quand on accompagne une enseigne sur un nouveau concept ou l'évolution d'un concept hôtelier, on va jusqu'à définir la posture d'accueil, comment la personne elle va s'exprimer, comment elle va dire bonjour, comment elle est habillée, à quoi ressemble le mobilier qui est dans cet hôtel, comment sont les lumières, comment va être l'application qui va permettre à des personnes entre elles de cuisiner dans la cuisine de l'hôtel alors que théoriquement c'est interdit, comment le business model va évoluer. On touche à tout un tas de cordes sur un projet, et ça c'est vraiment d'arriver, c'était notre ambition je pense il y a beaucoup d'années en arrière, de dire le design ça peut influencer, ça peut rentrer dans tout un tas de sphères. Et aujourd'hui, on a les équipes, on a les compétences, on a des ressources, des gens, des talents qu'on va articuler sur des projets. Et la meilleure articulation sur certains projets, c'est que moi, je n'y sois pas. Aujourd'hui, il y a des sujets qui sont traités chez Sysmo, je ne sais même pas de quoi ça parle. Et ça, il y a 2 solutions pour ne pas avoir un projet. C'est soit se dire qu'on devient une agence, c'est-à-dire que finalement on ne le voit pas parce qu'on s'en fout, soit on se dit qu'on ne le voit pas parce qu'en fait c'est le collectif qui est responsable du projet, et que la confiance du collectif, c'est la confiance de la qualité du projet. Donc nous on essaye plutôt d'aller dans cette voie-là. Et puis du coup, on parlait tout à l'heure de design thinking, mais design thinking qui est méthode centrée utilisateur notamment, très itérative, où on fait beaucoup de prototypes, nous a bien aidé pour ça. Et le fait qu'on vienne du design industriel nous a aussi beaucoup aidé, parce que le design industriel, c'est un côté très contrainte, quoi. On aime bien les contraintes, on veut que ça marche, on va voir dans la chaîne, sur l'usine, comment ça se passe, etc. Et ce côté contrainte, avec ce côté prototype, par exemple quand on travaille sur des lieux d'accueil pour des hôtels, on est capable de prototyper des hôtels, ce qui est c'est une aventure assez géniale. Puis du coup on revient dans le côté un peu colonie de vacances. Prototyper un hôtel, ça veut dire qu'il y a pratiquement la moitié de l'équipe qui loue un camion, qui va vider un hôtel le dimanche soir, qui remet des services et des mobiliers, des ambiances qu'on a dessinées le dimanche dans la nuit, et le lundi, les clients ils arrivent et on leur fait tester plein de trucs. Et ça a un côté très ludique et plein de trucs. Ça peut être effectivement cuisiner, tiens, vous voulez pas apprendre à faire votre lit, passer l'aspirateur, changer la couleur d'un truc, etc. Et on filme tout ça et on est très en observation un peu ethno par rapport à tout ça, et ça devient assez passionnant parce que ça recrée finalement une ambiance sur le projet qui est beaucoup plus collective, à la fois avec les équipes et à la fois avec le client, mais qui nous remet dans ce qu'on aime partager. Parce qu'on avait envie de vivre une expérience et d'avoir les moyens de vivre une expérience. Donc on s'était dit au début que Sysmo c'était une usine à projet, mais c'est probablement plus encore une usine à expérience. C'est-à-dire que ça permet de tenter des trucs. Et pour nous, qu'est-ce que c'est qu'une expérience ?
on avait envie d'être qu'ici, c'est-à-dire de se dire qu'à chaque fois qu'on va quelque part, qu'on fait un projet, on veut être ici, on veut le faire ce projet, c'est un choix. Pour faire que ça, c'est-à-dire faire une conf, faire un hôtel, faire etc. C'est pour ça qu'on a choisi de le faire. Et pour être qu'avec les gens avec lesquels on est, parce que ça aussi c'est hyper important, c'est de choisir les gens avec qui on a envie d'être, de partager un moment. Ça c'est dur, on a mis du temps, mais aujourd'hui il y a des gens où ça ne nous dérange pas quand ça ne va pas, quand on sent qu'on ne va pas s'entendre pour une raison qui est assez profonde, hein, qui n'est pas une raison de savoir si on aime le jaune ou pas le jaune, hein, de partir, c'est pas grave, on a le droit. Et puis surtout le fait qu'on s'en souvienne. Ça c'est aussi un truc qu'on dit toujours aux gens avec lesquels on travaille, c'est ce qu'on fait au quotidien, on le fait pour s'en souvenir, autrement c'est pas la peine de le faire, on perd son temps, quoi. Donc à chaque fois l'expérience qu'on essaye de créer dans les projets, etc., c'est toujours de dire qu'est-ce qui va faire qu'on va s'en souvenir, qu'est-ce qui va faire que le moment qu'on a vécu ensemble, là, il va devenir un moment marqueur dans le projet qui fait que ce projet, on va à la fois se l'approprier, qu'on va avoir envie de le développer, de le défendre, de trouver les moyens de le faire. Parce que faire un projet, ça demande une énergie dingue, heureusement. C'est à vous. Je comprends que vous soyez déçus, parce que là, on n'a pas montré grand-chose. J'ai pas fait de grec, ça vient du grec, ça veut dire secousse. On a fait, la sismologie étant l'étude des mouvements du globe. Et si on peut revenir sur la première slide. En fait, c'est la 4e version du logo. Donc il a beaucoup évolué, parce qu'au début, il était très enfantin, c'était un petit mouton qui crachait du feu, mais il était entier, là c'est plus un blason, etc. Et donc un mouton qui crache du feu, parce qu'on cherchait un symbole un peu paradoxal, que les gens retiennent, un mouton qui crache du feu. On cherchait quelque chose d'héraldique, qui fasse penser au Moyen-Âge et tout, notre passion pour cette époque-là. Et puis on cherchait un truc à dire à nos clients aussi, quand ils disaient « Ah, pourquoi Sismo et pourquoi un mouton qui crache du feu ?» Donc on leur disait toujours « On est gentil en fait, il ne faut pas nous faire chier. » Ça permettait de poser un petit peu la façon dont on allait discuter sur le projet quand c'était nécessaire. Jeune homme ? Pendant des années et des années, personne ne nous appelait, soyons clairs. Pour faire un projet de ballon de foot avec Adidas, on se dit, tiens, Adidas, ils ont un problème. On fait un concept, on fait des boards qui expliquent une idée, une démarche. On fait 4 avant-projets de chaussures, on prend une voiture, on fait 16 heures de bagnole, on appelle un mec, on arrive à avoir un rendez-vous, et on présente notre projet en équipe. On présente, par contre, aucun projet qu'on a amené spontanément, aucune réflexion n'a abouti. Jamais. Par contre, on a suscité l'intérêt, et donc on repart. Le gars nous dit je pense qu'on devrait vous faire bosser sur le ballon de foot. Voilà. Et aujourd'hui, plus de 70% des projets arrivent par réseau. On se fait identifier, on ne demande jamais, on fait savoir que on aimerait faire une expo dans telle institution. Donc c'est toujours en actionnant quelque chose que le sujet arrive, parce que sinon on nous pose des questions classiques. Il y a des gens très très bien qui répondent aux questions classiques. Et c'est pas on n'est pas bon pour ça. Donc dans 10 ans, où est-ce que vous vous voyez? Là, rien que cette année, on a dû passer de 12 à 20 personnes, ce qui est beaucoup, ça va très vite. Donc on s'est beaucoup posé la question de ce qu'on avait envie de faire, et on a décidé de ne pas devenir une grosse structure. Donc l'objectif qu'on a, hein, je te donne la stratégie de Sismo pour les 10 prochaines années, probablement 25-30 personnes maxi. Donc ça c'est à Paris, là où on est, et dans la Creuse, dans le château. Donc avec créer une expérience, comme on vous a expliqué, avec les clients, avec les collaborateurs, etc. Et après, une fois qu'on a créé ce modèle-là, voir comment on peut essayer de faire des ambassades à l'étranger. Donc de dire, si par exemple on avait envie de s'installer au Vietnam, qu'est-ce que ce serait un Sismo innovant au Vietnam? Et puis après, mais pas d'avoir un gros truc. En fait, on a fréquenté des gens qui avaient des grosses boîtes de 100, 120 personnes et tout. Enfin, je pense que c'est pas notre truc. L'argent, il n'a jamais été sur le dessus de ce qu'on faisait. C'est une espèce de conséquence, mais c'est pas un but. Et du coup, je pense que ça ne convient pas à ce que cherchent les gens aujourd'hui. Quelles sont les fonctions des personnes que vous avez embauchées? Parce qu'il n'y a pas que des gens. Ouais, alors vous avez, par exemple... Alors,
Ouais, on vous a amené 2 échantillons vivants. Donc on vous présente derrière vous Camille, qui est architecte et qui a travaillé, si je ne m'abuse, dans un collectif d'architectes qui s'appelle Bellastock, c'est ça. Et Marialia, qui est en charge des expos, de la culture, de la communication, de la formation, qui avant était dans une entreprise qui faisait du théâtre en entreprise, et avant encore chez PSA, c'est-à-dire Peugeot. Donc des gens très très différents, école d'architecture, école de commerce de ce côté-ci, mais aussi beaucoup de doubles profils. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui arrivent, qu'on embauche, qui sont des doubles profils ingénieurs, plus formation de design, qui ont pu avoir des parcours très différents. La problématique qu'on a en fait, c'est d'avoir des gens qui savent parler à des univers très différents. Et les univers se complexifiant, c'est-à-dire que quand on parlait tout à l'heure, par exemple chez Pôle emploi, de travailler à la fois sur du numérique, à la fois sur du service, à la fois sur de l'accueil, à la fois dans un univers qui est hyper compliqué, qui est très politique, etc. Il faut que les gens ils savent se débrouiller dans des univers complexes. Donc ça, c'est peut-être un reproche qu'on ferait aujourd'hui aux écoles de design, c'est quelque chose quand les gens sortent juste d'une école de design, souvent ils sont un peu à la ramasse sur cette compréhension du monde de l'organisation, parce que là, si on veut faire des beaux projets, il faut manœuvrer, quoi. Il faut être capable d'être intelligent dans la façon dont se construit un projet. Ce que je voulais rajouter là-dessus, c'est que au sein du studio, c'est les créatifs qui vont défendre les projets, qui vont animer les workshops, qui vont au contact. Voilà, il n'y a pas de consultant qui prend le projet, qui dit vas-y petit créatif, tu restes derrière ton écran. Alors aujourd'hui, c'est un tiers des sujets au sein du studio, c'est un tiers des sujets où on nous demande de dessiner un objet. Un autre tiers des sujets vont être plutôt sur des domaines culturels, des expos, des montages de projets un peu tarabustés, un peu audacieux. Et puis après, il y a une grosse partie, et qui d'ailleurs peut toucher différemment les autres sujets, qui est sur le design thinking, très en amont. On vient nous voir avec une problématique. Aidez-moi à réinventer mon hôtel. Imaginez-moi la boîte aux lettres du futur. Donc en fait, ça, le client, la boîte aux lettres du futur, la boîte aux lettres, c'est déjà une réponse. Et du futur, ça veut juste dire je ne sais pas où je vais. Donc là, on se dit, il va falloir commencer par enrichir le cahier des charges, faire de l'ethnographie. Donc on va passer une journée entière à côté d'une boîte aux lettres pour voir qu'il y a une mamie angoissée qui attend, pour voir si sa lettre part bien. Il y a un amoureux qui est pris de remords et qui voudrait récupérer son enveloppe. Enfin voilà, il se passe tout un tas de trucs. On va faire une collecte de courrier avec un facteur. On va aller distribuer du courrier. On va aller dans des centres de tri. On va aller voir les gens qui fabriquent les boîtes aux lettres. Et on va cartographier. Donc là, on va utiliser des outils pour cartographier l'expérience client, ce qui est positif, ce qui est négatif. On va aller voir le service juridique pour savoir c'est quoi les contraintes légales du service public. On va aller voir les collectivités, on va faire des workshops avec plein de gens, plein de monde. C'est très long, mais ça permet surtout de définir quel est le problème. Où on va, c'est quoi le futur. Mettre un écran sur une boîte aux lettres qui va rester 30 ans dans la rue, au bout de 2 ans, l'écran est obsolète. Donc la technologie embarquée, c'est un leurre. Et comme ça, on va nettoyer, défricher, réouvrir des champs et définir avec le client le problème de fond. Les scénarios, les storyboards qui vont permettre d'imaginer de nouveaux services. Ah mais en fait, là on se rend compte par exemple que le gars qui collecte le courrier, il est connecté, il a une scanette. Chaque boîte aux lettres, quand je l'ouvre, il y a un code barre. Donc en fait, je sais où est le gars qui collecte le courrier. Donc je pourrais recevoir un SMS ou un tweet 3 minutes avant que le facteur passe en bas de chez moi pour amener vite la lettre. Voilà. Ça, c'est faisable. Et en fait, personne ne le savait. Et donc ça permet comme ça de construire voilà, une espèce de macro-projet, de définir toutes les problématiques. Puis après, derrière, une fois qu'on a validé... et ça, c'est une phase créative. Quand je dis, ah bah tiens, on pourrait connecter... Enfin, le collecteur de lettres, il est connecté, qu'est-ce qu'on va pouvoir imaginer avec? C'est vraiment une phase créative, mais qui va sévir dans le domaine du service, du digital,
et de différents acteurs qu'on peut faire monter à bord du projet. Et dans le même projet, il va y avoir des choses qui peuvent être déployées à court terme et qui correspondent à la demande du client. Il voulait sa boîte aux lettres du futur. Et puis en même temps, on a soulevé plein d'autres problèmes et puis plein d'autres sujets sur des services associés, sur le fait que le courrier papier, ça se casse la gueule et qu'il y a sûrement des choses à réinventer. Voilà. Donc ça, c'est à peu près... et qu'on nous pose la question, imaginez-moi une future génération de verres pour déguster le vin. On va quand même commencer par dire aux clients, le verre à pied, c'est déjà une forme de réponse, essayons d'enrichir la question. Alors, par rapport à quand on était jeunes, pour ceux qui n'ont pas compris, est-ce que nos valeurs ont évolué? Je pense que les valeurs de fond, pas du tout. Après, la façon dont on travaille, oui, bien sûr, elle a évolué. Bien sûr, le monde dans lequel on travaille, il a aussi beaucoup évolué. Mais je pense que ce qu'on vous disait sur la recherche de la liberté qu'on essaye de trouver pour pouvoir toujours faire des projets très différents, qui nous surprennent, aller rencontrer des gens qui nous surprennent, aller prendre des risques qui nous surprennent, etc., ça n'a pas évolué. Et par exemple, ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de prendre le risque de se dire on passe d'un duo à un collectif, ça, pour vous, c'est peut-être rien du tout. Pour nous, c'est dingue. C'est-à-dire que ça fait 20 ans qu'on bosse ensemble, qu'on s'entend hyper bien, on ne s'est jamais engueulé, donc pourquoi changer ça, quoi? Et prendre ces risques-là, voilà, ça pour nous, c'est le fond de ce qu'on recherche. Après, bien sûr, il y a des trucs qui ont évolué, on travaille dans des univers qui sont surprenants, mais qui sont aussi parfois très classiques, etc. Mais ça, c'est l'écume, enfin, c'est le résultat, c'est pas le chemin. Et le chemin, il est toujours aussi, pour nous, en tout cas, on prend beaucoup de soin, parce que le chemin soit toujours aussi aventureux, risqué. Merci.